Bonjour citoyenne, bonjour citoyen. Cette histoire commence le 6 octobre 2022, lorsqu'une écrivaine française, qui m'est alors inconnue, reçoit le prix Nobel de littérature. À ce moment-là, je ne connaissais rien d'Annie Ernaux, mais j'observais le déferlement des critiques à l'encontre de son œuvre. Dans un premier temps, j'ai eu du mal à comprendre la raison de ces attaques. J'étais en train de finir mon cycle Balzac, et tout me semblait donc très lointain. Quelques jours après le réveillon, j'ai décidé d'ouvrir un petit livre que ma copine m'avait offert. Un court roman d'une centaine de pages qui m'a totalement absorbé au point de me forcer à le finir le jour même. Annie Ernaux était rentrée dans ma vie et m'avait donné envie d'approfondir son œuvre. Ces derniers mois, elle a habité mon quotidien, m'a accompagné dans des phases difficiles et m'a ému. C'est pour cela que je veux lui rendre un modeste hommage et vous inciter à votre tour à lui faire une place dans votre quotidien. Cette vidéo est donc l'occasion de répondre aux critiques qui ont pu la toucher et en même temps d'exhiber la force de cette autrice qui n'a eu de cesse de questionner son rapport à sa classe sociale, à sa féminité, mais aussi à la mémoire collective. Pour comprendre l'œuvre d'Annie Ernaux, il faut déjà se plonger dans sa personne, car contrairement aux auteurs précédemment évoqués, Annie Ernaux, elle, écrit sur sa vie, sur elle et les gens qui l'entourent. Une démarche qui peut sembler à première vue étrange et déstabilisante, et qui est au cœur des critiques adressées à l'écrivaine, mais qui font en réalité la force de ses livres. En revenant sur divers épisodes de sa vie, elle en tire des leçons, elle met au clair des expériences qui sont en réalité partagées par nombre de personnes, et sa plume claire mais efficace résonne un nombre avec puissance. Anne Duchesne naît en 1920 à Lillebonne. Ses parents, deux ouvriers échappés de leur destin paysan, sont unis dans leur quête de s'élever socialement. Après la guerre, ils reviennent dans leur commune d'Yvetot et ouvrent un café-épicerie dans un quartier ouvrier, leur octroyant de fait un petit statut social dans ce dernier. Néanmoins, ils restent solidement ancrés dans la classe ouvrière, ne gagnent qu'un peu mieux leur vie et côtoient quotidiennement les ouvriers et leurs clients. Sa mère, qui ne veut pas que Annie soit comme les autres filles du quartier, l'inscrit à l'école privée catholique, avec l'espoir qu'elle s'y épanouira. Un espoir vite alimenté par l'aisance scolaire de leur fille. Annie grandit donc entre deux mondes. Le monde dans lequel elle est née, le monde ouvrier, populaire, et le monde bourgeois, catholique, celui de l'école. Tiraillée entre ces univers qui cohabitent mais ne se mélangent pas, elle a de cesse dans ses écrits de relater les tourments qui l'ont submergée. Son œuvre regorge de témoignages de diverses humiliations qu'elle a pu vivre. Selon elle, c'est en 1952, un dimanche de juin, au début de l'après-midi, que la honte s'est véritablement éveillée à elle. Une honte ontologique. Qu'est-ce que vous êtes venu foutre sur Terre, nom de Dieu? Vous n'avez pas honte d'exister? Hein? Mais Tais-toi! Tais-toi! C'est-à-dire la honte d'être, d'exister. L'angoisse d'être perçue comme essentiellement vulgaire, inférieure. Mais alors, que s'est-il passé le 15 juin 1952? Dès la première ligne de la honte, Annie Ernaux l'explicite. Son père a voulu tuer sa mère. Un geste qui, aux yeux de leur fille, les ancrait définitivement dans le milieu populaire. Ce milieu populaire dont elle était issue, dont elle avait hérité, mais qu'elle cherchait à fuir. Jeune, elle était finalement à l'image de ses parents qui cherchaient la distinction. Mais elle voyait bien qu'ils n'étaient pas différents des ouvriers à qui ils servaient à boire. Ils avaient les mêmes pratiques, les mêmes gros mots, la même chambre commune, les mêmes soucis de fin de mois, et la même soumission face aux notables. Peu à peu, elle commence à mépriser les goûts et les loisirs populaires de ses parents, à les rejeter en bloc. Plus elle s'acculturait au milieu bourgeois, plus elle adoptait le même regard qu'eux sur ses parents, un regard rempli de mépris. Pire, elle décrit comment la honte quotidienne qu'elle ressentait s'est transformée en haine envers eux. toutes les humiliations, je les mets sur leur compte. Ils ne m'ont rien appris. C'est à cause d'eux qu'on s'est moqué de moi. La faute, c'est leur langage à eux. Malgré mes précautions, ma barrière entre école et maison, il finit par traverser, se glisser dans un devoir, une réponse. J'avais ce langage en moi, j'avais fourré mon nez dans les gâteaux à pleine main. J'avais rigolé devant les sous-lots. Je les haïssais d'autant plus, mes parents. Dites donc, à votre avis, qui va hériter de l'auberge? Hériter l'auberge. Notre instituteur a raison, c'est un puriste. Testu, il ne faut pas dire hériter de l'auberge. Il faut dire hériter l'auberge. Ah, bon. Alors, qui va hériter Enfin, à qui va revenir l'auberge? L'œuvre d'Annie Ernaux, c'est celle d'une transfuge de classe dans les 30 Glorieuses qui s'est élevée par l'école et n'en est jamais sortie. Vous l'avez compris, un transfuge est une personne qui change de situation, de milieu social.
Et à ce propos, je vous conseille cette excellente vidéo. Mais revenons à Annie Ernaux, qui, une fois en faculté de lettres, destinée à devenir professeur de français, a définitivement coupé la corde. Elle ne fait plus partie du monde de ses parents, n'arrive plus à parler avec eux. Mais il ne demeure pas moins fier de leur fille, dont il voit qu'elle fait désormais partie du monde des notables, des notaires, des médecins. Pourtant, elle, maintenant adulte, est consciente qu'elle sera toujours duale. Je n'arriverai jamais à écraser à coups de culture, d'examen, la fille Lesure d'il y a 5 ans, d'il y a 6 mois. L'intérêt que l'on peut porter à lire la vie d'Annie Ernaux se prouve surtout dans sa manière de raconter son vécu, et les réflexions qu'elle y pose. L'œuvre trouve sens dans la mise en scène presque sociologique de sa propre vie. Elle fait preuve d'une extrême vigilance, s'efforçant de ne rien embellir, et livre une réalité brute, du vécu à froid, qui se dégage largement de tout le misérabilisme. Elle applique à elle-même ce qu'elle a pu lire chez Bourdieu, qui a été pour elle, comme pour beaucoup d'autres, un séisme intellectuel. Patiemment digérée, la sociologie bourdieusienne transparaît avec fluidité dans la plume d'Ernaux, car contrairement à Bourdieu, Ernaux se lit avec facilité. J'ai dit dans ma dernière vidéo que je ne confierais pas Balzac à n'importe qui. A contrario, j'offrirai Annie Ernaux même à des personnes qui ne lisent pas, en étant sûr qu'ils seraient capables de la lire et de l'apprécier. Cette force, elle vient de sa plume, et de son écriture plate, comme elle a décrit elle-même. Chose amusante, c'est cette même écriture qui a abondamment été critiquée. Elle manquerait de style, de panache, et disqualifierait Annie Ernaux de la vraie littérature. Pourtant, pour moi, comme pour ces 4 millions de lectrices et lecteurs, c'est bien là l'intérêt d'Annie Ernaux. C'est dans ce procédé qu'elle touche au réel, qu'elle va plus loin encore que Balzac ou Zola dans le réalisme, et qu'elle se donne également la possibilité de toucher les classes populaires. D'ailleurs, elle justifie régulièrement ce choix. Depuis peu, je sais que le roman est impossible. Pour rendre compte d'une vie soumise à la nécessité, c'est-à-dire celle de votre père, je n'ai pas le droit de prendre d'abord le parti de l'art, ni de chercher à faire quelque chose de passionnant ou d'émouvant, entre guillemets. Je rassemblerai les paroles, les gestes, les goûts de mon père, les faits marquants de sa vie, tous les signes objectifs d'une existence que j'ai aussi partagée. Aucune poésie du souvenir, pas de dérision jubilante, l'écriture plate me vient naturellement, celle-là même que j'utilisais en écrivant autrefois à mes parents pour leur dire les nouvelles essentielles. Outre le désir de ne pas romantiser une existence difficile, l'écriture plate traduit aussi la rudesse d'une existence où l'expression des sentiments est sans cesse tue. Ensuite, y rajouter un style foisonnant aurait pu être considéré comme une marque supplémentaire de supériorité et de mépris vis-à-vis de son milieu d'origine. Dans nombre de ses livres, elle insiste sur l'abîme linguistique qui sépare les différentes classes sociales, et si la langue d'en haut est intelligible aux plus pauvres, elle reste inaccessible à la pensée. Là, je comprenais à peu près tout ce qu'elle disait, la maîtresse. Mais je n'aurais pas pu le trouver toute seule, mes parents non plus. La preuve, c'est que je ne l'avais jamais entendu chez eux. Des gens tout à fait différents. Ce malaise, ce choc. Tout ce qu'elles sortaient, les maîtresses, à propos de n'importe quoi, j'entendais, je regardais. C'était léger, sans forme, sans chaleur, toujours coupant. Le vrai langage, c'est chez moi que je l'entendais. Le pinard, la binoche, se faire baiser, la vieille carne. Dis bouge ma petite besotte. Toutes les choses étaient là, aussitôt. Les cris, les grimaces, les bouteilles renversées. L'écriture plate est donc une manière de renouer avec eux, ou plutôt, de prendre cette distance avec la langue bourgeoise, la langue de l'ennemi. Car son écriture relève aussi de la volonté de rendre hommage au milieu dont elle est originaire. Votre grand-père était un homme simple, je crois. C'est un mot que moi je hais. Il n'y a pas de gens simples et des gens compliqués, il y a des gens. Par sa plume, elle rend justice, elle retranscrit avec fidélité et application la vie ordinaire, en saisissant les signes littéraires du quotidien, en observant les interactions entre vie et littérature. Dans son journal du dehors, elle définit son enquête comme la recherche de paroles transmises de génération en génération, absentes des journaux et des livres, ignorées de l'école, appartenant à la culture populaire. En mettant à l'écrit ce quotidien, elle nous pousse nous-mêmes à nous interroger sur notre vécu du quotidien, à chercher à notre tour ces signes, à mieux observer et mieux vivre notre vie et nos émotions. Annie Ernaux est certes une transfuge de classe, mais c'est également une femme qui a grandi dans la deuxième partie du XXe siècle et qui a donc écrit sur l'expérience féminine de la vie et la féminité. Dans La femme gelée, elle s'emploie d'ailleurs à remettre en cause le mythe de la féminité, de la femme fragile au foyer, en exposant les femmes des quartiers populaires qui l'environnaient.
Mes femmes à moi, elles avaient toutes le verbe haut, des corps mal surveillés, trop lourds ou trop plats, des doigts râpeux, des figures pas fardées du tout, ou alors le paquet du voyant en grosses taches aux joues et aux lèvres. Leur science culinaire s'arrêtait au lapin en sauce et au gâteau de riz, assez collant même. Elles ne soupçonnaient pas que la poussière doit s'enlever tous les jours. Elles avaient travaillé ou travaillé au champ. D'ailleurs, ses parents sont assez loin des carcans de genre habituellement exposés. Son père fait à manger, joue avec elle et l'emmène à l'école sur son vélo. Sa mère ne se préoccupe pas du ménage et incite la jeune Annie à lire, à s'amuser, à ne surtout pas broder, ranger ou faire toute autre tâche domestique dans lesquelles l'énergie s'enlise. Sa mère a surtout peur d'une chose, que Annie cède à ses désirs et tombe dans la catégorie des salopes, des filles faciles qui se font engrosser et perdent leur avenir. À l'adolescence, Annie renverse les schémas familiaux pour embrasser la culture bourgeoise tant fantasmée. La gentillesse de mon père se transforme en faiblesse. Le dynamisme de ma mère en port de culotte. Elle se met même à faire le ménage contre les recommandations de sa mère et surtout à désirer, à vivre pour le regard des hommes. Ce désir croît en même temps que l'angoisse de sa mère de la voir tomber enceinte et donc d'échouer dans cette ascension sociale à laquelle la famille entière s'est dévouée. Annie Ernaux raconte avec lucidité comment le dialogue était devenu impossible entre les deux femmes au vécu trop divergent pour se comprendre. À certains moments, elle avait dans sa fille, en face d'elle, une ennemie de classe. Par la littérature, Annie Ernaux réinvestit son corps. Elle témoigne de l'importance de ce dernier dans la construction de l'individu, de son rôle dans nos choix, de notre soumission à ce dernier. C'est peut-être dans l'événement qu'elle exprime le mieux cette influence du corps sur son être. Dans ce livre, elle raconte ses tribulations des premiers signes de la grossesse jusqu'à son avortement. Cette préoccupation matérielle l'empêche de penser et l'amène presque à échouer dans ses études. Maintenant, le ciel des idées m'était devenu inaccessible. Je me traînais au-dessous avec mon corps embourbé dans la nausée. Tantôt, j'espérais être de nouveau capable de réfléchir, après que je serais débarrassée de mon problème. Tant il me semblait que l'acquis intellectuel était en moi une construction factice qui s'était écroulée définitivement. J'avais cessé d'être intellectuelle. Cette situation la transforme en bête, prête à tout pour se débarrasser de l'intrus qui l'habite. Ce récit est formidable, car il est le témoin d'une époque révolue qui plane pourtant comme une menace sur chaque femme. À travers son témoignage, on vit la solitude, on se sent désemparé comme elle, on veut l'aider mais on reste impuissant. On ne peut alors que ressentir une immense empathie envers elle et espérer qu'elle vienne à bout de cette épreuve. Cet isolement est d'ailleurs mis en scène avec brio dans le film éponyme d'Audrey Diwan. Si l'avortement est une expérience corporelle, il est aussi le témoin d'un désir assouvi, le désir charnel et sexuel. Celui contre lequel sa mère, comme l'Église, a tenté de l'éloigner en vain. Car l'écrivaine n'hésite pas à aborder la question de la sexualité, du désir et de la passion. En 2016 paraît Mémoire de fille, qui traite d'un épisode jusque-là inconnu de la vie d'Annie Ernaux, celui de sa première fois, ou plutôt de sa première rencontre sexuelle avec un homme. Une rencontre qu'elle refuse de qualifier de viol, et qui reste un acte forcé, traumatique, et qui conditionnera son rapport à l'écriture. Ni soumission ni consentement, seulement l'effarement du réel qui fait tout juste se dire « qu'est-ce qu'il m'arrive ?» ou « c'est à moi que ça arrive ?» Sauf qu'il n'y a plus de moi en cette circonstance, où ce n'est déjà plus le même. Il n'y a plus que l'autre, maître de la situation, des gestes, du moment qui suit, qu'il est seul à connaître. Ce livre est donc le récit d'une entrée brutale et ébranlante dans la sexualité, mais surtout, des conséquences de cet événement. Sa rencontre avec Simone de Beauvoir est un choc, mais malgré ses efforts, elle n'arrive pas à appliquer sa lecture à sa vie. Finissant par épouser un jeune bourgeois, elle tombe peu à peu dans le rôle attendu de la ménagère. Un enfant, puis un autre, autant d'années où devant la nécessité d'apprendre sur le tas le travail domestique et incombé à une femme, elle n'a pas pu véritablement préparer le CAPES. Par son langage cru et sa distance, elle fait ressentir avec exactitude l'aliénation qu'elle vit, étant seule pour prendre en charge l'élevage de celui qu'elle nomme le bicou, son fils. Ces termes confrontent le lecteur à ses idées préconçues, habituellement utilisées pour euphémiser ou embellir la réalité quotidienne d'une mère au foyer. Elle réussit néanmoins à passer outre cette phase, décroche son diplôme et devient professeure de français. Plus tard, elle publie ses premiers livres qui sont très vite remarqués et appréciés. La force d'Annie Ernaux est qu'elle est sans tabou. Elle livre à ses lecteurs ses pensées intimes, sans phare ni voile, explore sa mémoire, son être et ses passions. Elle décrit par exemple à plusieurs reprises comment un homme est devenu son centre de gravité, sa raison de vivre, son unique pensée. De cette obsession, elle en tire une expérience qui l'a rendue encore plus humaine. J'ai mesuré le temps autrement, de tout mon corps. J'ai découvert de quoi on peut être capable, autant dire de tout. Désir sublime ou mortel, absence de dignité,
croyances et conduites que je trouvais insensées chez les autres tant que je n'y avais pas moi-même recours. À son insu, il m'a relié davantage au monde. Si Annie Ernaux s'est imposée comme une écrivaine incontournable, c'est également pour les réflexions qui se suivent de page en page, de livre en livre, sur le sens de la littérature et la mémoire. Pour faire cela, elle use souvent d'un double récit. Elle relate l'événement passé dans lequel elle se plonge et l'interrompt de temps en temps par des réflexions au présent. Elle laisse au lecteur les pensées qui la traversent lors de l'écriture, offrant donc une autre perspective de lecture. Cette double narration permet d'accéder à la construction du récit, mais également aux doutes de l'écrivaine. Au fil des lectures, elle esquisse les raisons pour lesquelles elle écrit. Et le véritable but de ma vie est peut-être seulement celui-ci, que mon corps, mes sensations et mes pensées deviennent de l'écriture, c'est-à-dire quelque chose d'intelligible et de général, mon existence complètement dissoute dans la tête et la vie des autres. L'écriture est comme un besoin vital, elle fait des livres une raison de vivre, au point de ne plus vouloir vivre d'amour, car il serait impossible à raconter. Il ne me reste pas assez de temps pour vivre une passion et l'écrire peut-être, vous voyez. Et si vous ne pouvez pas l'écrire, elle n'a pas de sens. Oh, voilà. C'est ça. La vraie vie vécue, comme disait Proust, La vraie vie retrouver, vécue, c'est la littérature. Oui. C'est ça. Hein. Dans les moments difficiles, écrire est la thérapie qu'elle a trouvée pour se sauver, pour surmonter sa peine. Par exemple, dans Une femme, à la suite du décès de sa mère, elle dit ne plus pouvoir rien faire d'autre que d'écrire sur elle. Il me semble maintenant que j'écris sur ma mère pour, à mon tour, la mettre au monde. Ce désir de mettre en mots son vécu, de vivre pour écrire, se comprend à l'aune d'un immense champ de réflexion d'Ernaux, la mémoire. Dans les années, Ernaux décrit la mémoire comme le passage de souvenirs d'une génération à une autre. Dans cette perspective, la mémoire est une sorte de course de relais, où les plus jeunes reprennent les souvenirs des plus vieux, pour les recueillir, se les approprier et par la suite les transformer. La mémoire des autres nous plaçait dans le monde. Et l'on sera un jour dans le souvenir de nos enfants, au milieu de petits-enfants et de gens qui ne sont pas encore nés. Et en effet, la mémoire est à la croisée de l'individu et du collectif. Ce thème est d'ailleurs très habilement mis en scène dans L'autre fille, un livre sur sa grande sœur décédée avant sa naissance, dont ses parents ne lui ont jamais parlé, mais dont elle a découvert l'existence par inadvertance, et qui a donc existé en elle, et désormais en ses lecteurs. Tu n'as d'existence qu'au travers de ton empreinte sur la mienne. Écrire, ce n'est rien d'autre que faire le tour de ton absence. D'écrire l'héritage de l'absence, tu es une forme vide, impossible à remplir d'écriture. Sa réflexion sur la mémoire nous montre comment le social s'immisce au plus profond de l'individu, jusqu'à occuper une partie de lui. Parfois, faire l'archéologie de sa mémoire s'avère un chemin de croix. Une épreuve si compliquée que dans Mémoire de fille, elle fait le récit de celle qu'elle appelle la fille de 58, qu'elle distingue de ce qu'elle est au moment d'écrire. Elle revient sur cette ambiguïté, car la fille de 58 a toujours une influence sur sa vie. Cette fille-là, de 1958, qui est capable à 50 ans de distance de surgir et de provoquer une débâcle intérieure, a donc une présence cachée. Et c'est d'ailleurs pour que le traumatisme de la fille de 58 n'ait pas servi à rien qu'elle écrit. Salaud de pauvre. Et vous, là, affreux. Je vous ignore, je vous chasse de ma mémoire. Je vous balaie. Contrairement à Gabin dans La Grande Traversée, Ernaux, elle, cherche à conserver toutes les fractions de vie. Elle note ainsi tous les éléments de la vie telle qu'elle était pratiquée autrefois, et telle qu'elle ne sera plus jamais. Car si les historiens peuvent décrire les pratiques culturelles de jadis, jamais ils ne pourront redonner au temps la profondeur qu'il avait pour ceux qui l'ont vécu. En 1997, à la mort de la doyenne de l'humanité Jeanne Calment, d'un seul coup, le XXe siècle est devenu ce qu'est le XIXe siècle dans les livres d'histoire et les manuels de littérature. Une durée retracée, où le Second Empire semble toucher le premier, Chateaubriand être le contemporain de Zola, et Madame de Staël l'amie de George Sand. Je nous ai vu devenir en quelques années historiques, datés, des gens de l'autre siècle. L'été 42 et l'été 80 appartiendront au temps d'avant, à la préhistoire. Pour faire bonne figure, la disparition des Francs nous rendra rapidement anachroniques. Annie Ernaux a donc réussi à mettre en mots les troubles qui accompagnent l'ascension sociale et dans lesquels tous les transfuges se reconnaissent. Elle a su lever le voile sur les expériences féminines de la vie et parler à toutes les femmes. Enfin, par sa réflexion sur la mémoire et le temps qui s'écoule, elle a atteint tout le monde. Écrire sur soi, c'est se poser en sujet. Loin de l'écriture narcissique, Ernaux réussit à toucher l'universel par le récit personnel.
Elle considérait la littérature comme une activité politique, une manière de s'engager dans le monde. Qui peut contribuer au dévoilement et au changement du monde, ou au contraire, conforter l'ordre social, moral, existant. La gamine issue des troquets raconte avoir écrit dans son journal « J'écrirai pour venger ma race ». Elle a embrassé le rêve de ses parents et l'a accompli au-delà de toute espérance, d'abord en devenant professeure et pas institutrice, mais surtout en devenant une écrivaine aux millions de lecteurs et lectrices gratifiée à 82 ans d'un prix Nobel. Si le prix Nobel est symbolique, il vient consacrer la place que s'est faite Annie Ernaux dans le monde qui avait dédaigné ses parents. Dans un éclat de lucidité, sa mère malade lui avait dit « J'avais tout fait pour que tu sois heureuse, et tu n'as pas été davantage pour ça. » En effet, Annie Ernaux n'a peut-être pas été plus heureuse en s'élevant socialement, mais à son niveau, avec ses armes, elle a rendu justice à son milieu, à ses parents, les a rendus presque immortels dans nos mémoires. Par ses mots, elle a vengé sa race.